Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui sur UPR TV, dans le cadre de notre série d'entretiens, Philippe Murer. Philippe Murer, qui est ingénieur de formation, qui a également un DESS, qui est économiste, qui a travaillé, il va nous l'expliquer dans un instant, et qui a un défaut, c'est qu'il pense mal. Voilà, ou qu'il pense trop bien. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles il est à peu près aussi médiatisé que moi, c'est-à-dire pas du tout. J'ai fait sa connaissance depuis plusieurs années. Je suis très heureux de vous recevoir, Philippe Murer. Alors, les gens vous ont vu peut-être une fois ou deux sur RT France, des choses comme ça. Enfin, le TF1 20h, pour l'instant, ni BF, c'est pas non plus vous. Non, bah, j'ai de TV Liberté aussi, voilà. Des chaînes YouTube privées. Et puis, à l'époque de la présidentielle, on en parlera. Oui, là, on avait le droit au tapis rouge sur les chaînes de TV. Mais pas le 20h de TF1, quand même. Alors, qui êtes-vous? Dites-nous un peu, dans les grandes lignes, ce que vous avez fait dans la vie. Bah, bonjour François Asselineau, merci déjà de m'inviter. Et bonjour à tous les téléspectateurs, dont beaucoup de gens du UPR, dont des gens qui pensent bien, justement. Voilà. Alors, mon parcours, j'ai fait maths sup, maths spé, ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé dans la banque, dans le privé, où j'étais gérant d'obligations convertibles jusqu'à ce que je me rende compte que Enfin, jusqu'à ce que... Pas que je me rende compte, mais la finance est devenue quelque chose d'extrêmement corrompu. Hein. Et là, on le voit encore plus. Donc, j'ai préféré en démissionner. J'ai donné des cours à l'EM Lyon, à Lyon 2, été consultant, beaucoup de choses à partir de cette période. Et surtout, en fait, je suis rentré en politique par hasard. Voilà. À quelle époque? Alors, vous aviez quel âge quand vous êtes entré? Vous avez 53. Je suis rentré à 43 ans. Et en fait, parce que j'étais malheureux de voir la France qui s'abîmait, notre industrie qui commençait à se détériorer très fortement avec les accords de libre-échange signés par l'Union européenne. Et je pensais qu'il fallait du protectionnisme. Mais je n'étais pas le seul. En fait, j'écrivais à ce moment-là un peu dans Marianne, dans La Tribune. C'était juste après. Je me suis mis à écrire et dans des blogs. Et en fait, donc j'ai contacté Emmanuel Todd, Jacques Sapir, Gérard Lafay, tous les économistes souverainistes, hétérodoxes. Jean-Claude Verbroux, qui sont restés d'ailleurs pour la plupart des connaissances ou des amis avec qui je corresponds. En fait, de la droite à la gauche, voire il y avait même ce qu'on pourrait appeler de l'extrême droite de façon abusive ou de l'extrême gauche. Et donc, on a fait le premier sondage. J'ai financé une partie, les autres m'ont aidé. Le premier sondage, les Français, le protectionnisme et le libre-échange, chez l'IFOP. D'ailleurs, Ipsos, à ce moment-là, qui devait faire le sondage, nous a trahis au dernier moment pour aller voir le patronat. Et donc, on l'a sorti chez l'IFOP, ce qui a d'ailleurs fortement déplu aux économistes qui ont vu que là, il y avait une petite manœuvre. Et ce sondage a montré finalement que 70% des Français sont protectionnistes. Et que même si l'Union européenne ne voulait pas faire du protectionnisme, ils étaient 65% à décider de faire du protectionnisme français et non pas dans l'Union européenne. Donc à cette occasion-là, j'ai rencontré beaucoup de souverainistes, de politiques, et puis tout le milieu souverainiste. Et c'est ce moment-là où, en fait, c'est décidé le sort, par hasard, du fait que je rentre en politique. Parce qu'après, j'ai compris que de toute manière, nos hommes politiques de l'époque, et qui sont les mêmes qu'aujourd'hui souvent, nous trahiraient toujours. Et donc, j'ai décidé qu'il fallait prendre le taureau par les cornes et qu'il fallait rentrer en politique. Et donc, j'ai fini par, d'ailleurs, rentrer au Front National en 2014. En 2014, vous entrez au Front National. Ouais, pour les élections européennes, en février 2014. Effectivement, on avait le même discours. Moi, j'avais le même discours que Marine Le Pen. Marine Le Pen avait le même discours que moi, Florian Philippot. Voilà, je l'avais déjà rencontré au restaurant avant. Et en fait, ils avaient un discours de souveraineté nationale, de souverainisme, de récupérer la souveraineté nationale qui me plaisait parfaitement. Donc, je les ai aidés à faire les élections européennes en faisant des analyses, des fiches de préparation, des préparations pour les débats télévisés à tous ces gens-là. Et ensuite, je suis devenu conseiller économique et écologie de Marine Le Pen. Jusqu'au moment où, évidemment, en juillet 2017, et ça s'est concrétisé en septembre 2017, en fait, Marine Le Pen a abandonné la souveraineté nationale. Donc là, c'est après le deuxième tour, après son débat raté, elle décide d'abandonner la souveraineté nationale. Oui, carrément. On fait un bureau politique avec Florian Philippot et tous les autres. Et en fait, à ce bureau politique, elle nous annonce que la souveraineté monétaire serait pendant 5 ans. 5 ans après avoir été élu président, donc à la fin du mandat. Oui. Que la souveraineté, on la reprendrait comme ça, qu'il fallait arrêter de parler de souveraineté nationale, il fallait revenir sur les thèmes traditionnels. Et donc, c'était un abandon clair de la souveraineté nationale. Donc, moi, j'ai sorti un communiqué de presse et j'ai dit, voilà, je démissionne du Front National parce que je suis venu pour défendre la souveraineté nationale. Marine Le Pen arrête, donc de la défendre. Et donc,
11 millions de Français seront orphelins. Je crois que ceux qui avaient voté pour Marine Le Pen au second tour seront orphelins, plus d'autres. Donc on se retrouve en fait effectivement dans cette situation et je suis ravi d'être parti parce que vous imaginez défendre l'inverse de ses idées, le manque d'intégrité, c'est très dur. Et puis aujourd'hui, Marine Le Pen a déclaré que les frontières n'étaient pas un problème, elle veut rester dans Schengen. Il y a 2 semaines, elle a fait une vidéo où elle expliquait qu'il faut rester dans Schengen parce que c'est impossible d'en sortir en étant dans l'Union européenne. Donc elle ne défend plus les frontières, et donc même l'ADN du parti n'est plus défendu. Donc elle veut rester dans l'Union européenne, elle veut rester dans l'euro, elle reste dans l'OTAN, elle reste dans Schengen, elle veut rembourser toute la dette. Mais qu'est-ce qui la sépare des Républicains, alors, en définitive ? Plus rien, je pense. Plus rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'on peut avoir des surprises. On verra bien si les élections régionales ont lieu. Mais les premiers sondages sur les élections régionales, il y en a 5, annoncent des scores très bas du Rassemblement national. Il ferait moins 25% par rapport aux précédentes élections régionales de 2015, au moment où il défendait la souveraineté nationale. Preuve qu'on peut gagner des élections en défendant la souveraineté nationale. Et à Paris, les scores, pour le moment annoncés, c'est 7% d'estimation. On verra si on monte au-dessus, contre 18% à l'époque en région Île-de-France. Bon. Donc on a vraiment quelque chose, voilà. Maintenant, vous êtes quoi? Alors, vous êtes freelance? Maintenant, je suis freelance. Alors, je suis électron libre et vous rédigez, vous faites des ouvrages, des essais. Exactement. Moi, je suis dans aucun parti politique et je re-rentrerai dans un parti politique quand on arrivera à faire une belle réunion des souverainistes. Mais je crois qu'on est pas mal à être d'accord là-dessus qu'il faut une réunion de tous les souverainistes. Finalement, malheureusement, on n'est pas si nombreux que ça. Enfin, il y a des vrais. Il faut reprendre le pouvoir pour rendre la souveraineté à la France. Il faut reprendre le pouvoir. Il faut gagner les élections. Donc, je rentrerai en politique avec plaisir. Donc, pour l'instant, je fais des essais. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit, présenté à nos... Alors, j'en profite quand même pour dire que Philippe Murer a fait des ouvrages qui sont quand même très, très intéressants. Et donc, je lui donne l'occasion, là, peut-être de faire un petit peu de publicité pour ces ouvrages. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas droit à tous les grands plateaux de télévision et c'est tout à fait intéressant. Alors, en gros, vous en êtes à 3, 4, vous allez en sortir... J'en suis à 3 et j'en sors à 4e. Vous en sortez un 4e, c'est ça? Le premier, c'était un ouvrage où, en fait, on était payé par la Fondation Respublica de Jean-Pierre Chevènement, donc Jacques Sapir et moi-même, pour faire un livre sur scénario de sortie de l'euro, ce qui permettait de voir que se passerait-il en France au niveau économique si on sortait de l'euro. Et les choses étaient plutôt jolies, avec une belle reprise économique et une reprise de l'industrie. Alors là, je vous interromps parce que les gens qui nous suivent et qui me suivent, j'ai utilisé cette étude de Jacques Sapir et de Philippe Murer ad nauseam. J'ai cité votre nom très très souvent parce que c'était quand même un outil très important qui permettait de pouvoir répondre aux gens qui disaient que j'étais fou au moment de la présidentielle de vouloir sortir de l'euro. Je disais, mais attendez, regardez, nous, on a des simulations qui ont été faites. Vous avez quoi à part faire peur aux gens, à part la terreur, pour essayer de les contrer. Donc ça, c'est votre premier essai. C'est quand même très économétrique. Hein. Oui, c'est très économétrique. C'est pas grand public, quand même. Non, il y avait un gros travail. Il est disponible sur Internet gratuitement, là, etc. Mais c'était un gros travail économétrique. C'était quand même fait avec beaucoup de pragmatisme, de bon sens et de l'honnêteté intellectuelle. Quand on dit qu'il y a 3% de croissance parce que la monnaie française baisse, on sait qu'effectivement, on aura un gros rebond de la croissance. On le voit dans tous les pays du monde. Ensuite, 2014, j'ai sorti un autre livre sur l'écologie. J'ai commencé à m'intéresser à l'écologie, à la transition énergétique, qui s'appelle « La transition énergétique, une énergie moins chère et 1 million d'emplois créés », où je montrais qu'on pouvait avoir les deux choses possibles en même temps si on avait la souveraineté nationale, on sortait de l'euro et de l'Union européenne. Ça, c'était chez Fayard. Celui-là est en rupture de stock et Fayard ne l'a jamais republié, alors qu'il était en rupture de stock au bout d'1 an. On en avait vendu 2500, ce qui est pas mal pour un ouvrage, un essai. Et vous n'envisagez pas de le faire retirer, non? En fait, tout est là-dedans. Donc là, j'ai sorti un nouvel ouvrage, d'ailleurs que je vous ai amené. C'est le 3e, alors? C'est le 3e, qui s'appelle « Comment réaliser la transition écologique ? Un défi passionnant ». Donc c'est un livre de solutions sur l'écologie et passionnant parce qu'en fait c'est pas un chemin de rond faire de l'écologie. Au contraire, ça peut être quelque chose de très agréable, de passionnant, de difficile et c'est un défi. Je sais que votre parti est très intéressé par l'écologie. Vous le montrez, vous êtes très intéressé par la souveraineté nationale, plus que ça même. Vous êtes des fervents adeptes. Donc je suis ravi de vous le donner. Je sais que vous travaillez déjà dessus et voilà, c'est un plaisir de vous l'offrir. C'est un cadeau. Merci beaucoup, Philippe. Donc, c'est publié
chez Jean-Cyril Godefroy. Jean-Cyril Godefroy. Et on le trouve donc sur Internet. Sur Internet, dans les librairies, si vous voulez aider les librairies. Et si vous voulez aider mon éditeur, qui est très sympathique, directement sur son site Internet. Comme ça, il internalise toute la marge plutôt que de la donner à Amazon. Vous m'avez fait une dédicace, merci beaucoup. Bah, bien sûr. Amitié patriotique. Donc, sur le site de l'éditeur, il faut essayer de favoriser aussi les circuits courts, justement, pour qu'il puisse gagner sa vie, cet éditeur. Il gagne le double si, en fait, on commande chez lui plutôt que chez Amazon, quoi. Voilà, donc plutôt que de commander chez Amazon, plutôt que de donner de l'argent à M. Bezos, qui en a suffisamment et qui ne l'utilise pas toujours à bon escient, eh bien, il vaut mieux aller directement chez cet éditeur. Voilà, je vais le lire avec beaucoup d'intérêt. Donc, en un mot, donc, dites-nous ce qu'il y a dedans, en deux mots. En deux mots. Alors, deux mots, donc, je vais être très rapide parce que c'est un travail global sur tous les problèmes écologiques. Économie circulaire, recycler les déchets en ressources, les problèmes de l'agriculture, les sujets de l'agriculture, comment la rendre écologique, les sujets de l'énergie, les sujets des pollutions diverses. Donc j'étudie tout. Je fais des constats, je fais des propositions et de solutions. Il y a des solutions, et c'est ça qui est très intéressant, sur deux sujets majeurs, les deux sujets urgents qui sont l'agriculture et l'énergie. Puisque l'agriculture, on a une destruction des écosystèmes, même en France. 80% des insectes ont disparu, un tiers des oiseaux, les abeilles qui disparaissent, les vers de terre, c'est extrêmement inquiétant. Puis une partie de la couche arabe qui a disparu, donc il faut s'en occuper. Et un autre sur le problème, évidemment, de l'énergie, où je montre qu'il faut passer à une économie hydrogène, quoi. Effectivement, utiliser les énergies sans CO2, donc qu'elles soient nucléaires, éoliennes, solaires, et l'hydrogène, qui est un parfait complément pour les utiliser et pour décarboner complètement l'économie, et surtout se passer de pétrole. Parce que une politique énergétique, ça se déclare à 20 ans. C'est pas quand on manquera de pétrole, et pour le moment, le pétrole, on ne sait pas quand on le manquera, mais c'est dans pas très très longtemps. La production de pétrole hors pétrole de schiste ne monte plus depuis des années, parce qu'on a du mal à en trouver. Et quand ça monte, quand le pétrole explosera, fera x3, il sera trop tard pour que la France s'engage. Il faudra s'engager, bien sûr, avant. Et je montre surtout qu'il faut une planification écologique. Là-dessus, je reprends le terme de Mélenchon, mais enfin, c'est pas son terme, c'est un terme gaulliste, de toute manière. S'entend, bien sûr. Et il faut une planification écologique, il faut une Banque de France au service de la nation, parce que la transition énergétique, c'est 1 500 milliards d'investissements. Personne ne peut le réaliser si on n'a pas l'aide de la Banque de France, quoi, et de l'État français. Les entreprises privées sont beaucoup trop petites, bien que ce soit tout à fait rentable. Et en fait, évidemment, c'est pas le but du bouquin, mais dans le bouquin, il est très clairement dit que si on n'a pas de Frexit, on ne peut pas faire de l'écologie. On fait de l'écologie bourgeoise punitive. On vous interdit de rouler en voiture à essence, mais pour autant, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des voitures à des prix abordables, des objets écologiques à des prix abordables, qui permettent de faire une transition sans, en fait, abîmer profondément les classes populaires et les classes moyennes. Alors ça, c'est évidemment très, très, très important. C'est un sujet sur lequel on est tout à fait en phase. Sur ce sujet comme sur d'autres, mais c'est très important de comprendre que pour ce qui me concerne, pour ce qui nous concerne, Europe Écologie Les Verts, par exemple, c'est contradictoire dans les termes. On ne peut pas être à la fois pour la construction européenne et pour l'écologie. C'est impossible. La construction européenne, par exemple, qui est en train de démantibuler EDF, alors même que, vous le disiez à l'instant, ce sont des sujets qui nécessitent des centaines de milliards d'euros d'investissement, une vision à long terme sur au moins 50 ans. C'est d'ailleurs la raison, c'est justement parce qu'EDF était une entreprise publique extraordinairement bien gérée, notamment du temps de Marcel Boiteux, qu'elle a réussi à devenir quasiment le premier électricien mondial, avec la première filière électronucléaire mondiale, alors que nous sommes quand même un pays de taille moyenne et que nous avons encore des beaux restes. Mais on est en train de détruire ça. Et au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer si ce n'est qu'une explosion, justement, des développements des gaz à effet de serre ou de je ne sais pas quoi, et du renchérissement pour les catégories les plus modestes de la population du prix de l'énergie. On est en phase, je crois. Je suis parfaitement en phase avec vous. D'ailleurs, la politique gaulliste, parce que je suis aussi gaulliste, je veux dire, quand j'ai lu les mémoires de De Gaulle, j'ai compris que j'étais gaulliste. C'est des livres superbes et très intéressants, quoi. Mais effectivement, De Gaulle, en fait, à un moment donné, prend la décision de l'énergie nucléaire. C'est réalisé par des gaullistes ensuite. Et en 20 ans, la France passe de quasiment 90% d'électricité faite avec des gaz à effet de serre, avec du charbon, du gaz et du fioul, à 70% fait par le nucléaire. Et il ne reste plus que 10% en France d'énergie qui est faite avec du fioul ou du charbon ou du gaz. Sachant que la France
a, effectivement, grâce à cette politique gaulliste, et on voit que ces politiques ont un effet à très long terme, très positif, une énergie pas chère, mais aussi l'électricité la plus décarbonée du monde. Oui. Alors, avec la Suède et la Norvège qui ont des lacs partout et donc des barrages hydrauliques partout. Hein. Parce qu'eux, ils ont cette facilité qu'on n'a pas. Ils ont de la chance. La moitié, je crois, de l'énergie en Suède, de l'électricité, c'est des barrages hydrauliques. Ce qui est dramatique, c'est la destruction en cours d'EDF. Enfin, le projet Hercule. Le projet Hercule est on a publié d'ailleurs une note de Patrice Cali, qui est notre responsable pour les questions énergétiques à l'UPR, qui travaille lui-même à EDF, et que je renvoie les auditeurs sur notre site. Cette note fait le point sur le projet Hercule. C'est un véritable et authentique scandale. C'est un démantèlement d'un des atouts majeurs de la France sur l'autel de la construction européenne sur cette idéologie. Pour terminer, un mot sur les véhicules. Vous avez votre vision, je crois, sur les véhicules du futur. Alors moi, je pense que les véhicules du futur, qui sont d'ailleurs déjà les véhicules du passé, puisque c'est la Toyota Mirai, et donc j'espère des voitures françaises. Peugeot sera une voiture à hydrogène cette année, si je ne me trompe pas. Carlos Tavares est contre il dit le véhicule électrique n'est pas la solution. La solution, c'est le véhicule à hydrogène. Pour quelle raison? Alors je vais l'expliquer en quelques mots. Ça permet d'avoir un vecteur de stockage. Avoir une énergie qui n'est pas stockée comme l'électricité, on ne va pas réussir à faire tourner une économie sans jamais pouvoir stocker 1 gramme d'énergie, ou très peu. Si vous voulez mettre des batteries, pour stocker 2 jours d'électricité en France, vous devez avoir 7 fois la production mondiale de lithium dans les mains. Vous voyez que c'est impossible. C'est l'Académie des sciences qui l'a démontré. Et donc, l'hydrogène permet d'utiliser, par exemple, le solaire. Quand il y a du soleil, eh bien, vous faites marcher des électrolyseurs. Donc, vous transformez l'eau en hydrogène et en oxygène. Et donc, tout cela est complètement décarboné. Vous pouvez le faire avec les centrales nucléaires. Par exemple, une idée qu'adorent les patrons d'EDF, c'est de leur dire il y a à peu près 20% d'énergie nucléaire qui n'est pas utilisée, parce qu'elle est produite à des moments où on n'en a pas besoin. Vous le faites passer dans des électrolyseurs, c'est quasiment de l'énergie gratuite, et vous pouvez avoir un hydrogène à très bon prix grâce à cela. Donc il y a plein de choses extraordinaires à faire. L'atout nucléaire français est un atout pour l'économie hydrogène du futur très très important. Ça, c'est la question du stockage de l'énergie, effectivement, et qui est absolument crucial. Merci beaucoup, Philippe Murer. Alors, autre chose, parmi vous avez plusieurs cordes à votre arc. Moi, je vous suis sur Twitter. Moi aussi, bien entendu. Oui, on se suit mutuellement. Vous êtes quand même très intervenu. Vous intervenez souvent, comme moi d'ailleurs aussi, comme d'autres, sur cette question qui passionne les Français, et pour cause, puisque ce sont leurs libertés publiques qui sont en jeu. C'est sur cette affaire de Covid-19. Alors, en un mot, comment vous voyez les choses sur la Covid-19 ? Dites-nous un petit peu voilà, comment... Vous avez raison, c'est le problème de la liberté, c'est en train d'obséder les Français, parce que depuis mars 2020, on a été confinés depuis combien de temps? 7 mois. Confinés, couvre-feutés, plus de lien social, destruction de l'économie pendant 7 mois. On voit bien que ça a été géré de façon complètement absurde. Au départ, qu'il y a un confinement pour une maladie dont l'OMS et la Chine nous avaient dit il y a 3 à 5% de morts, quoi. Ça pouvait paraître logique, on ne la connaissait pas, on n'avait pas le matériel médical parce qu'on était très mal préparé, qu'on n'était pas souverain, qu'on n'avait plus de stock. Bon, ça peut s'entendre. Mais après, une fois qu'on sait que cette maladie tue 0,5% des Français, donc très peu de gens, que la moyenne d'âge des gens qui sont malades et qui décèdent est de 82 ans, on voit que ce n'est pas la maladie terrible, l'épidémie du siècle qu'on nous présentait, quoi. Donc là, il y a un problème. Il y a aussi le sujet pourquoi le traitement de Raoult, qui était un traitement qui marchait, qui permettait de sauver des vies, n'a pas été utilisé, à part à Marseille. Donc de deux choses l'une, soit le gouvernement français laisse agir Raoult, qui serait un criminel qui tuerait des Français avec son médicament, je veux dire, et donc il le laisse faire et il tue. Et de deux choses, soit Raoult a raison, et dans ce cas-là, c'est le gouvernement français qui est criminel de ne pas l'utiliser pour ne pas sauver les Français. Je dis bien qu'aucun gouvernement n'a d'obligation de résultat. On ne peut pas être là-dessus. Par contre, ils ont des obligations de moyens. Pourquoi n'ont-ils pas mené l'essai scientifique sur l'ivermectine ? Ça, c'est incroyable. Ils en ont fait un pour le rater sur les cas d'ivermectine sur l'hydroxychloroquine. Ils ont fait un test sur l'hydroxychloroquine sur des malades assez graves pour faire rater l'essai. Oui, alors que le professeur Raoult avait toujours dit, lui, que ça ne pouvait marcher qu'à titre prophylactique ou au tout début de la maladie, c'est là où ça marchait bien. Manque de chance pour eux, c'est l'essai Discovery de Macron. Manque de chance pour eux, l'hydroxychloroquine, apparemment, marche quand même
pour les cas graves. Oui, de façon atténuée, mais mieux que le reste, en tout cas. Mieux que le reste. Ça permet de sauver 25% des vies, apparemment, d'après ce qu'a expliqué Raoult, etc., puisque l'étude n'a même pas été rendue publique. Par contre, ce qu'on sait, ce qui a été rendu public par la dénégation de l'AFP, c'est ce taux de 25%. Et la réponse de Véran et de tous les autres, c'est de dire, en fait, il n'y a pas assez de gens qui ont été testés parce qu'on a arrêté l'essai, donc c'est pas valable. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Ils ont arrêté l'essai pour ne pas montrer que c'était un traitement qui marche. Et c'est absolument gravissime comme fait, quoi. Il y a quelque chose, je pense que n'importe quelle personne honnête intellectuellement, de pur bon sens, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études extraordinaires, tout le monde peut comprendre ça. Si vous avez la possibilité d'avoir des médicaments qui sont connus depuis des décennies, qui n'ont quasiment pas d'effets secondaires, et dont certains vous disent qu'ils marchent, d'autres vous disent non, ça marche pas. Mais si vous n'avez rien d'autre, c'est le bon sens même que de dire on va quand même essayer, puisque ça n'a pas d'effet négatif, on va quand même essayer. Et cette volonté absolue, en fait, de Macron, de Castex, d'Édouard Philippe avant lui, et de Véran, qui consiste à systématiquement mettre de côté les traitements possibles qui émergent ici ou là, met quand même la puce à l'oreille. Je voudrais dire ici à tous nos téléspectateurs que Philippe Murer a une petite responsabilité sur cette question, puisque c'est lui qui, au mois de décembre, m'a contacté, a contacté également Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot, pour dire vous devriez faire peut-être tous les trois une lettre à Véran. Et c'est la lettre sur l'ivermectine que nous, on a rédigée, qu'ensuite j'ai envoyée à Florian Philippot, à Nicolas Dupont-Aignan. Ils ont fait leur réponse. On a fait ça par itération successive. Et puis on a fait une lettre qui était pas mal. Enfin, je trouve qu'elle était assez de bon sens. Faites de la médecine comme d'habitude. C'était du pur bon sens. Bon. Et on a envoyé ça le 2 janvier à Olivier Véran. On n'a toujours pas de réponse. Ça fait donc plus de 2 mois. Et là, moi, j'ai reçu une réponse de Patrick Stroda, qui est le directeur de cabinet du président de la République, qui m'a envoyé une réponse. Il se trouve qu'il est de ma promotion de l'ENA, donc on se connaît un petit peu. Il m'a envoyé une réponse tout à fait sympathique en disant que le président de la République avait lu avec intérêt cette lettre et donc l'avait transmise à M. Véran pour qu'il nous réponde directement. On n'a toujours pas de réponse. On a en tout cas une réponse en creux. C'est que si j'ai bien vu Castex il y a quelques jours, dans ces conférences de presse interminables où on n'apprend jamais rien, si ce n'est que l'on voit qu'il projette des planches à bourrer de fautes, ce qui est quand même... Avec un drapeau français inversé, voilà. C'est quand même... dans une entreprise privée, même moyenne, ça serait pas toléré. Enfin bref. On a vu que Castex, là, il a parlé des traitements, mais alors, c'est toujours biaisé, puisqu'on ne parle toujours pas ni de l'hydroxychloroquine, ni de l'azithromycine, ni de la colchicine, ni de la doxycycline, ni de tous ces médicaments qui sont plutôt des adjuvants ou des suppléments alimentaires comme la vitamine D, la vitamine D3, la vitamine C, le zinc, etc., qui sont prouvés comme renforçant les défenses immunitaires de tout un chacun. Ils ne parlent toujours pas de l'ivermectine, alors qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça marche. Et très bien. Et même de façon spectaculaire. Et en revanche, on apprend que la France a commandé pour 170 millions d'euros d'anticorps monoclonaux, une entreprise américaine. Or, Mme Merkel avait annoncé la même chose 15 jours avant pour 200 millions d'euros, alors que c'est un truc dont on ne connaît rien, qui coûte les yeux de la tête. Je crois que c'est 1 000 euros la dose. C'est moitié moins cher que le Remdesivir. Ah oui, je croyais 2 000. Mais peut-être 2 000, enfin, c'est oui, ou 2 000, enfin, c'est à peu près. C'est-à-dire, alors que l'ivermectine ne coûte rien du tout. Eh bien là, on n'a aucune étude. Il n'y a aucune étude randomisée, mais tout va très bien. Donc on achète ça, on ne sait pas pourquoi. Même Le Monde a dit que c'était peu efficace a priori. Alors pourquoi ça, à votre avis? Pourquoi ça, je sais pas. Pourquoi l'Allemagne et la France achètent-ils un médicament qui coûte les yeux de la tête, après déjà l'affaire du Remdesivir, un médicament qui coûte les yeux de la tête, dont on ne sait pas s'il est efficace, dont on ne sait pas s'il a des effets secondaires. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il l'utilise? Parce qu'à la rigueur, qu'il l'achète pour traiter et faire une étude scientifique. Voilà. Allez, on pourrait le comprendre. Mais pas 170 millions d'euros, quand même. Ouais, mais enfin, vous savez, le coût du confinement, etc., c'est combien? C'est presque 20 milliards d'euros par mois, quoi. C'est un coût dingue. Entre les aides, les pertes de recettes fiscales, c'est un coût complètement fou. Donc il faut vraiment qu'on sorte très très vite. Et dépenser 1 milliard d'euros, si on a une chance de s'en sortir, il faut le faire, parce que ça coûte encore plus cher d'attendre. Mais moi, ce que je ne comprends pas surtout, c'est pourquoi l'ivermectine, qui a l'air d'être un médicament extraordinaire, que l'OMS classe dans les médicaments sans danger et utilisables à grande échelle. Utiliser aussi des milliards de doses.
son inventeur a eu le prix Nobel sur ce produit, et qui a l'air extraordinairement efficace contre le Covid, à tous les stades de la maladie. Ça, c'est très étonnant. Enfin, c'est très, très important. Et en prophylaxie, à 90%, il divise par 5 ou 6 la mortalité. Il soigne en 48 heures. Donc, si vous voulez, l'intérêt, il est pas seulement de sauver des vies. Ça, c'est l'intérêt principal. Mais si vous soignez les gens en 48 heures, vous allez sauver encore plus de vies parce que vous allez faire descendre très très vite les courbes de maladie, puisque les gens, quand ils restent 15 jours, 3 semaines malades, ils contaminent beaucoup plus de temps que quand ils restent 2 jours. Et donc ce médicament incroyable qui a été promu d'ailleurs par Gérard Modrux, l'ancien président de la Caisse des retraites de médecins, sacré bonhomme, quoi, notamment, qui a fait des vidéos dessus, il a été... Bien entendu, il a été au Conseil, l'Ordre des médecins l'a contacté pour lui dire d'arrêter de dire toutes ces bêtises. Donc on peut se demander, est-ce que c'est Big Pharma, le lien de la corruption avec Big Pharma, qui impose ces nouveaux médicaments très chers et qui refuse que les Français aient accès à des médicaments pas chers mais beaucoup plus efficaces? C'est tout à fait possible parce qu'en fait, les grandes entreprises pharmaceutiques ont un modèle où elles gagnent de l'argent sur des médicaments nouveaux qu'elle développe pour des prix très très élevés de plusieurs centaines d'euros. Et le business en fait de demain, et en fait la pharmacie, la médecine de demain, c'est probablement utiliser beaucoup plus ces vieilles molécules, c'est ce que dit le professeur Raoult avec beaucoup de bon sens, ces vieilles molécules qui sont très testées, qui ont des propriétés extraordinaires et qui sont peu chères, alors que ces nouvelles molécules semblent peu efficaces, comme le remdesivir, plus dangereuses et avoir beaucoup moins d'intérêt thérapeutique. Et donc ça pose un problème, je pense, à Big Pharma. Et ça montre que nos gouvernements sont quand même liés à Big Pharma d'une manière ou d'une autre. Oui, je pense de toute façon que cette affaire ne fait que commencer et que tout ceci se terminera par une explication de gravure générale au niveau national et international. Parce qu'on ne peut pas avoir des dirigeants qui, sciemment, depuis des mois et des mois, interdisent toute réflexion sur le traitement et pour se focaliser sur le vaccin. On ne va pas trop parler quand même de la Covid-19. Je peux donner un petit détail supplémentaire. Allez-y. Moi, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en un an, qu'a fait le gouvernement ? Finalement, il nous a enfermés plus ou moins pendant 8 mois, au point où beaucoup de gens ont beaucoup moins de contact social. Les Français ont perdu le contact social. Donc ça a créé beaucoup de dépression, des problèmes dans notre jeunesse qui est totalement sacrifiée. Comment peut-on sacrifier la jeunesse qui est notre avenir ? Et puis on sacrifie beaucoup d'autres gens. Et on a trouvé que cet enfermement, alors il y avait d'autres solutions, que la Suède a montré qu'elle avait des courbes très similaires et une mortalité équivalente, la même que la France, sans confiner. Est-ce qu'il y a une certaine malveillance derrière tout ça ? Moi, je pense, je vais vous dire, un durcissement autoritaire du pouvoir. C'est-à-dire que ce pouvoir était déjà à l'os avant la crise du Covid. Il y avait, chaque fois qu'il voulait prendre une décision, manifestation des retraites pendant des mois. Paris, il était impossible de se déplacer, dans beaucoup d'autres grandes villes. Et qu'est-ce qu'il a fait finalement ? Macron, il a fait tirer au LBD, il a dit aux gendarmes, allez-y, tirez au LBD sur les gilets jaunes, tirez au LBD sur les manifestations des retraites. En tout cas, c'est ce qui s'est passé, il s'en est pas ému. Il y a eu les gilets jaunes pendant 1 an. Donc, il nous impose un modèle économique qui ne va plus du tout, un modèle de société auquel les gens se retrouvent plus du tout. Il met sous tension la société française avec l'ultralibéralisme, et avec beaucoup d'autres choses, avec une immigration massive que beaucoup de Français rejettent, même les Français de l'immigration. Voilà. Et donc, on se retrouve avec des gouvernements, finalement, qui n'ont plus d'autre solution que de faire un durcissement autoritaire, il me semble. Et on est un petit peu, malheureusement, j'ai un peu peur, je ne sais pas ce que vous en pensez, François Asselineau, qu'on est un peu vers le chemin de la tyrannie, sur le chemin de la tyrannie. Je suis d'accord avec vous. C'est maintenant des questions de liberté publique qui sont en cause. Il y a cette affaire de passeport vaccinal qui arrive. Cette obligation aussi démentielle de se faire vacciner pour une maladie qui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est quand même une maladie finalement très peu létale, qui touche essentiellement les personnes très âgées, mais qui, pour les moins de 40 ans, il y a des cas de décès pour moins de 40 ans, mais qui sont très, très, très marginaux. Et si j'ai bien compris, pour les moins de 65 ans, la courbe des morts en 2020, il n'y a pas eu plus de morts de moins de 65 ans en 2020 qu'en 2019. Donc cette frénésie à vouloir nous imposer des vaccins, à être transformés en cobayes sur des vaccins sur lesquels on n'a pas le recul. Moi, je me rappelle le vaccin H1N1.
il a fallu avoir au moins 3 mois, même 6 mois, et même jusqu'à 2 ans pour comprendre tout le recul qu'il y avait avec l'apparition de maladies très graves. Il y a des maladies très invalidantes. Narcolepsie, quelques centaines de jeunes qui qui d'ailleurs attendent toujours en France. Il y a plus de 200 ou 300 cas, des gens qui attendent qui sont invalides à vie. Et ça, on l'a constaté au bout de 6 mois, ou d'un an ou 2 ans. Donc, il y a cette frénésie à vouloir nous imposer ces vaccins. Moi, je ne suis pas contre les vaccins en principe. Non, moi non plus. D'ailleurs, je crois que beaucoup de gens sont... moi, j'ai eu le BCG, les vaccins ont eu leur effet. Mais là, on est face à quelque chose de nouveau. Et puis alors, il y a aussi cette interdiction du vaccin russe Sputnik 5 ou Sputnik V, et plus encore du vaccin de Sinopharm, le vaccin chinois, qui lui est fait à partir d'un virus désactivé selon la méthode de grand-mère, si j'ose dire, la méthode traditionnelle. Donc ça, on n'a pas le droit d'y toucher. On ne peut se mettre que sur les vaccins. Les vaccins, d'ailleurs, on s'aperçoit que tous les jours, ça change. Il y a 15 jours, on nous apprenait qu'en Allemagne, ils ne voulaient pas que le vaccin de AstraZeneca soit imposé aux plus de 65 ans. Maintenant, en France, on nous dit quasiment l'inverse. Si je me permets, le vaccin n'est pas la solution, pour moi, je pense. Ce vaccin-là, pourquoi ? Pour quelle raison ? Ils nous l'expliquent eux-mêmes, ils le disent eux-mêmes. Première chose, on a vacciné que 5% des Français en 2 mois. Donc s'il faut être tous vaccinés pour sortir, il va nous falloir combien de mois ? 8 mois supplémentaires. Donc on va enfermer tous les gens 8 mois supplémentaires. On ne peut pas être dans une telle folie, parce que là, les entreprises vont craquer, les gens vont craquer. Deuxième chose, ils disent eux-mêmes que le vaccin ne marche pas sur les variants. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Quand tout le monde sera vacciné, il n'y aura plus que les variants qui circuleront. Et donc les gens seront vaccinés. Alors, je ne sais pas ils en sont certains, mais ils disent on a vraiment peur que le vaccin ne marche pas sur les variants. C'est un peu la même problématique que la grippe annuelle, faut, à chaque fois, il y a un nouveau vaccin parce que le virus a muté. Mais s'il faut se vacciner tous les 6 mois, puisqu'en Israël, ils sont en train de dire qu'il faudra se refaire vacciner tous les 6 mois. En 2 mois, on a vacciné 5% des Français. Et Bill Gates a dit qu'il va falloir une 3e dose. Et peut-être une 4e et une 5e. Donc ça n'en finit plus. Et surtout, c'est du temps de perdu pour la France, pour l'économie. Et c'est du temps de destruction de la France. Parce que ce confinement, cet enfermement, il détruit la France quand même. Alors, que faire maintenant, comme disait Lénine ? C'est que faire dans la situation actuelle d'un pays qui part à la dérive, en fait. On le voit, j'ai fait un petit tweet il y a quelques jours. En fait, quel que soit le secteur que l'on regarde, c'est une catastrophe, que ce soit la démographie, l'économie, l'agriculture, l'industrie, la recherche, les hôpitaux, la diplomatie, la situation de nos armées, la sécurité, l'immigration, de la dette publique. Enfin, c'est une ruine générale. Enfin, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, alors ? Vous avez raison. Et en fait, on est en ruine générale. Et je ne vais rien vous apprendre parce que je suis sûr que vous avez le même avis que moi dessus. C'est qu'en fait, comme il n'y a pas de souveraineté depuis des années, donc pas la possibilité de décider, que c'est décidé Bruxelles à la louche, et encore, c'est même des grandes règles, des règles de traité, des règlements, des directives qui décident du cas de la France. Rien n'est traité, rien n'est géré, et surtout pas à l'échelle nationale. Les Français en ont marre de l'immigration depuis longtemps, des flux d'immigration, pardon, il faut être précis, des flux d'immigration, ils ne veulent plus de flux d'immigration supplémentaires depuis longtemps, eh bien, on continue à accueillir des centaines de milliers de personnes nouvelles chaque année avec beaucoup d'immigration illégale. On a le problème très grave de la crise économique, la crise sociale, il y a des millions de chômeurs qui s'empilent, on continue et on a chaque fois une hausse du chômage qui est quasiment continue depuis le traité de Maastricht de 1992. On a la crise sociale, on a la crise... après, ça descend dans la crise des hôpitaux, comme vous le dites, de la santé publique, on n'arrive plus à soigner parce qu'en fait, on n'a plus assez d'argent pour soigner. On fait des crises on fait de l'austérité, on n'a plus assez d'argent. Les retraites, on commence à les rogner. En fait, tout ça est en train de dégénérer dans une crise générale. On a même la crise de l'école qui apprend moins. Et puis, on a d'autres crises qui se nourrissent, mais qui sont pas moins dangereuses parce que des gouvernants, des élus, un président, des ministres qui n'ont plus de souveraineté, donc ils ne sont que des communicants, en fait. Ils ne peuvent quasiment plus rien décider. C'est Bruxelles qui décide une grosse partie, pas tout, hein. Le ministre de l'Intérieur décide encore beaucoup de choses, même s'il est tenu aussi par quelques directives européennes, il décide beaucoup de choses. Mais en domaine économique, en domaine social, qui sont des domaines très importants, les plus importants, il décide de rien. Eh bien, ça devient des marionnettes, ça devient des gens, en fait, qui perdent leur raison d'être. Ça devient aussi, ça risque de créer des gens corrompus, parce que quand vous n'avez plus le bonheur, le pouvoir est un fardeau, quand vous ne pouvez plus exercer le pouvoir pour autre chose que de faire la marionnette, vous risquez de
partir sur le clan de la corruption. C'est un vrai risque. Et surtout, vous avez une baisse de la compétence incroyable en politique. Vous avez travaillé en politique avec M. Pasqua, c'est pas le même que Mme Schiappa. Voilà. Et donc on a une baisse, ça nous fait rire, mais en même temps c'est tellement triste parce qu'on a la crise d'autoritarisme vient aussi de leur incompétence et de leur arrogance. Donc on a des multicrises. Et on est rentré effectivement sur une pente. La France glissait sur une mauvaise pente depuis 2008, et même avant, mais sur une pente assez raide depuis 2008. Mais là, la pente, moi j'ai l'impression qu'elle devient abrupte, quoi. On rentre dans des phénomènes chaotiques extrêmement inquiétants qui ne pourront pas disparaître tant qu'on ne retrouvera pas notre souveraineté nationale. Ça, c'est très clair. Le Frexit, la souveraineté nationale, est la priorité absolue. Et il faut qu'on présente tous des programmes, peut-être rassembler les forces souverainistes, je ne sais pas, pour trouver un moyen. Mais on a des vrais problèmes parce qu'effectivement, les médias sont acharnés. Ils ne veulent pas faire passer les souverainistes. Vous en avez été victime, vraiment tout à fait victime. Mais même d'autres gens, tous les gens du clan souverainiste, en fait, du souverainisme, sont peu représentés à la télévision. Jamais, jamais. J'ai vu, il y avait je ne sais plus qui disait récemment, je crois que c'était Éric Nolot, qui disait qu'il y avait un vrai problème en France, qui était le fait que tous les journalistes étaient de gauche, il disait. Alors, ce qui, avec maintenant, on voit que sur CNews, il y a Éric Zemmour, qui est pas vrai, enfin, qui lui contredit ça, mais c'est très nouveau dans le paysage politique français. Et puis alors lui, il est vraiment bien à droite, hein, on peut même dire que. Mais il y a une remarque que Éric Nolot n'a pas faite, c'est que moi, ce que je vois surtout, c'est que tous les journalistes en France semblent être tous pour l'Union européenne. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le Brexit, au Royaume-Uni, il y avait quand même de la stéréo, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, des grands journaux comme le Daily Telegraph, qui est le grand journal conservateur britannique, qui est un des journaux les plus sérieux du monde. Et puis à l'autre bout de l'échelle, il y avait des tabloïds, mais qui, les uns comme les autres, appelaient à voter pour le Brexit. Quand vous voyez qu'il y avait eu une lettre ouverte de 343 chefs d'entreprise qui appelaient à voter pour le Brexit au Royaume-Uni, en France, non. En France, tous les journaux, toutes les radios, toutes les télévisions, de façon explicite ou implicite, tous les commentateurs se pincent le nez à l'idée même que l'on puisse sortir de l'Union européenne. Donc il y a une espèce de totalitarisme en France qui frappe. Moi, j'aimerais que quelqu'un me dise il y a un journaliste qui est effectivement, ouvertement pour la sortie de l'Union européenne. Moi, j'en connais pas. Non, il y en a, mais il se cache. Alors, il se cache, oui. Il se cache. Ah ben, j'en connais. Je pense que dans ce cas-là, il serait viré. Bien sûr, voilà. J'en connais quelques-uns. Mais que l'on ne me dise pas que des gens comme, par exemple, Madame Natacha Polony, elle est tout à fait contre le Frexit. Elle l'a dit et redit et redit. Éric Zemmour. Moi, je pense qu'elle est pour, mais peut-être. Ah, ça, alors là, les reins et les cœurs. Mais Éric Zemmour, il hésite. Oui, mais officiellement, il est contre. Éric Nolot, enfin, je ne sais pas, le Figaro, quand vous lisez des journaux conservateurs français, officiellement, ils sont contre le Frexit. Il y a cette espèce de côté monocolore en France qui vraiment est terrifiant. Enfin, je vais vous redonner la parole, mais quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est que je crois qu'au-delà de toutes ces crises que vous évoquez à juste titre, il y a aussi une crise morale. Et la crise morale, et c'est ça le nœud gordien du problème, c'est qu'à partir du moment où un peuple n'a plus sa souveraineté et son indépendance, c'est-à-dire qu'il c'est plus lui qui décide de son avenir, ce sont d'autres forces. Pour ce qui nous concerne, ça vient de l'OCDE, ça vient de l'OTAN, ça vient de la Commission européenne, ça vient de la Banque centrale européenne, etc. À partir du moment où un peuple est comme ça dirigé de l'extérieur, ben, il perd, j'allais dire presque son envie de vivre, puisque c'est plus lui qui décide. Il y a une crise morale qui est une crise qui est liée à la crise identitaire en France. On a retiré aux gens la possibilité de choisir leur avenir. Moi, je me rappelle être allé en URSS en 85. C'était un pays qui était vraiment épouvantable parce que l'avenir était écrit. Les gens étaient tristes parce qu'ils savaient qu'ils allaient... Voilà, ils avaient un avenir écrit qui ne leur convenait pas, mais ils étaient obligés d'avoir ça. Et je me rappelle à l'époque, quand j'étais revenu en France, je m'étais dit on est quand même content d'être en France. Hein. C'était Gorbatchev qui était arrivé au pouvoir. Et quand on va en Russie aujourd'hui, alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire encore que je suis un poutinolâtre, mais quand on va en Russie aujourd'hui, je suis pas là pour vanter le régime de Poutine, mais on a un peuple qui a retrouvé son goût de vivre, qui se projette de façon positive dans l'avenir. Voilà, quels que soient les avantages et les inconvénients mais c'est vrai que Vladimir Poutine a quand même resté un très grand chef d'État russe parce qu'il a redonné au peuple russe la fierté en lui-même et dans son avenir.
C'était ce qu'avait fait De Gaulle, c'est ce qu'a fait Deng Xiaoping en Chine, c'était d'une certaine façon ce qu'avait fait Ronald Reagan aussi aux États-Unis. Donc ça ne tient pas forcément à la nature du régime, ça tient fondamentalement. Il n'y a aucun redressement d'un pays qui ne se soit fait, si ce n'est sur l'amour du pays. Et De Gaulle l'avait fait. Oui. Or, actuellement, on a l'anti-De Gaulle, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige la France, une élite d'ailleurs, dont on a l'impression qu'il déteste la France et les Français, en fait. Mais on est d'accord. Et l'Union, en fait, c'est pour faire aimer l'Union européenne, pour que l'Union européenne advienne, enfin la Commission européenne, la CE au départ et l'Union européenne après, qu'on a dit aux Français de ne pas trop aimer leur pays, qui était trop petit sous Giscard d'Estaing, qui était complice de Vichy, des crimes, tout le monde était complice des crimes de Vichy. C'était presque si les Français n'avaient pas été nazis. J'exagère, mais pour montrer la caricature. Alors qu'il y a eu beaucoup de Français résistants. Il y avait De Gaulle qui a aussi libéré une partie de la France, enfin qui a libéré la France. Et on a fait honte aux Français de leur sentiment patriotique pour les faire aimer l'Union européenne, et ça fait partie de la crise. Et puis il y a une dernière partie de la crise, je pense, c'est l'individualisme. Et ça vient de loin, mais qui est le contrepartie de l'ultralibéralisme et l'individualisme sont un petit peu les deux parties du même problème, quoi. L'individualisme de plus en plus fort, les gens ne se considèrent plus comme citoyens, mais comme des individus. Et ça vient probablement des Lumières de 200 ans. Enfin, et puis la pulvérisation du lien social avec la multiplication des communautés, le développement du communautarisme sous l'influence américaine. On pourrait en parler pendant des heures, Philippe Murer. On va conclure bientôt. Votre prochain livre, alors dites-nous un mot dessus. Mon prochain livre, c'est Sortir du capitalisme du désastre. Parce que, a priori, ça sera le titre. Il sortira, je pense, en septembre 2020. C'est pas la bonne période aujourd'hui de le sortir. Il est terminé, mais on va attendre quelques mois, parce que là, les gens veulent retrouver leur liberté, comme on le disait. Et l'économie est importante, mais c'est en deuxième rideau. Donc voilà. Donc parce que il y a quand même un problème on a quand même, quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon dont on le regarde, il y a un problème économique. Et l'économie, c'est les moyens de vivre des gens. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Tout le monde n'a pas la fonction publique qui lui garantit, normalement, eh bien, une fois qu'on y est rentré, qui lui garantit un revenu, une retraite. Aujourd'hui, les gens ont peur même pour leur retraite avec la réforme des retraites. Et puis, les gens ne travaillent plus à 50 ans pour beaucoup. Et le taux de chômage augmente. Donc, on a un problème de désastre lié à ce capitalisme. Et donc, j'ai essayé de me poser cette question. C'était une idée de Pierre-Yves Rougeron, d'ailleurs, qui voulait faire une conférence. Et finalement, je lui ai dit, tu n'as pas fait la conférence, est-ce que je peux faire un book, prendre ce titre, ça m'intéresse. Et j'ai pris ce titre, Capitalisme du désastre. Parce qu'en fait, on a un problème, ce capitalisme est en train de détruire l'écologie. Il est en train de détruire notre économie, ce qu'on disait. Il est même, pour moi, en train de détruire un peu l'écosystème humain, parce que c'est un capitaliste qui devient capitaliste de prédation. Pensons aux livreurs à vélo Uber, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Aux livreurs à vélo Uber qui pédalent pour quelques euros, donc en dessous du SMIC, de l'heure. Et puis derrière, il y a des gens qui prennent des plaques parce qu'ils sont français et qui les revendent à des migrants, enfin qui les revendent pas, qui les louent à des migrants et qui exploitent des migrants. Sans papier. Voilà, sans papier, tout à fait. On a aussi, moi j'ai appris par deux amis que maintenant on vous propose de payer pour travailler. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, on va t'ouvrir un carnet d'adresses, on va t'ouvrir une chose, très bien. Ils ne prennent aucun engagement pour du travail indépendant, mais par contre, tu dois mettre un ticket d'entrée. Et un gros ticket d'entrée, genre 5 10 000 euros. Voilà. Sans aucun engagement de l'autre côté, quoi. Donc, on est vraiment dans un capitalisme du désastre. Il faut trouver des solutions. Donc, j'essaie de voir d'où il vient, quelles sont ses origines, tant intellectuelles. Bon, c'est l'ultralibéralisme, c'est Friedrich Hayek et Milton Friedman, je pense, qui a diffusé. C'est l'Union européenne aussi qui a diffusé cette vision des choses, parce que ça lui convenait parfaitement bien. Et voilà. Et donc, j'ai essayé de comprendre où ça nous conduisait et ce qu'il fallait faire pour s'en sortir. Et en fait, s'en sortir, c'est assez simple. En France, c'est pas simple, c'est complexe à faire, mais en tout cas, on a une vision et une ligne. C'est la ligne gaulliste, parce qu'elle représente le mieux les intérêts du pays et la bonne façon de conduire l'économie d'un pays. Parce que ce qu'il y a évident, je regarde pas mal de courbes des pays, tous les pays vont mal. Et les pays vont bien quand ils sont dirigés au niveau économique en accord avec la culture du pays, la culture profonde du pays, économique et sociale. Et ça, on l'a complètement oublié avec la mondialisation. 1 million de fois d'accord. En fait, il faut en revenir. On parle souvent de De Gaulle, mais il faut même revenir beaucoup plus loin. Il faut revenir quasiment à Saint-Louis. C'est l'apparition d'un État qui assure la justice entre les Français. Vous savez que Louis IX a été canonisé après sa mort, assez rapidement après sa mort, parce qu'il a été dans la mentalité nationale. C'est le premier roi de France.
qui... il y a l'image d'Épinal, il est sous son chêne. C'est quelqu'un qui est resté dans l'image des Français comme le chef de l'État qui pouvait rendre la justice et donner raison à un pauvre, à un manant, à quelqu'un qui était dans le servage, parce qu'on est dans la France du Moyen-Âge. Il pouvait lui donner raison contre un noble, contre voilà, le comte ou le marquis ou le duc voilà. Il pouvait donner raison aux pauvres par rapport aux puissants. C'est d'ailleurs une vocation christique. Enfin, la monarchie française avec la fleur de lys, c'est justement dans le Cantique des Cantiques, il y a cette idée de la fille aînée de l'Église. Et malgré tout ce qu'on nous raconte sur la laïcité et tout, les Français encore aujourd'hui rêvent d'un chef de l'État qui assure la justice sociale entre les Français et qui empêche. Alors aujourd'hui, c'est plus les aristocrates. Aujourd'hui, ce sont les grands chefs d'entreprise. Et maintenant, d'ailleurs, ce sont les GAFAM ou des grandes entreprises transnationales qui, si on les laissait faire, pourraient pressurer les Français jusqu'à l'esclavage. On pourrait les appeler les nouveaux féodaux, finalement. C'est les nouveaux féodaux. On est d'accord, en fait. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Philippe Murer, en tout cas, pour cet entretien passionnant. Et puis, si vous avez quelques sous, n'hésitez pas à vous procurer les ouvrages de Philippe, Transition écologique et notamment. Merci d'être venu à UPR TV, puis à bientôt certainement. Avec plaisir. Très bonne soirée. Merci.